Bonsoir Aram, le 20h c'est dans quelques instants. juróom-ñetti waxtu jot na ci guddi yow mii di kilifa xamal ne maye jigéen balaa moo matal fukki at ak juróom waru la xeex sëyum gune yi wareefu ñëpp la. Bonsoir à toutes et à tous. Au sommaire de cette édition, une fuite d'hydrocarbures découverte à 700 mètres de la plage de Mbao. Elle provient de la Sea Line de la SAR. La société africaine de raffinage annonce avoir pris des mesures pour réparer la fuite. Le marché sénégalais est très bien approvisionné en oignons. Dans les prochains jours, le directeur de l'agence de régulation des marchés qui en fait l'annonce informe que le prix en gros est fixé à 360 francs CFA et 400 francs CFA pour le détail. Des acteurs de l'enseignement craignent pour le niveau des élèves en classe intermédiaire qui est déjà préoccupant pour certains d'entre eux après la circulaire. Le ministre de l'Éducation de son côté soutient qu'il s'agit d'une démarche visant à consolider les acquis avant la pandémie. Et puis les adieux de la Côte d'Ivoire à son Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Il va être inhumé à Korogo, sa ville natale. Voilà le sommaire de cette édition. Tout de suite le développement. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Une fuite d'hydrocarbures constituée de fuel provenant du Sea Line de la SAR découverte à 700 mètres de la plage de Mbao. La société africaine de raffinage annonce avoir pris des mesures pour réparer la fuite. Des actions de décontamination seront entreprises pour, dit-elle, annihiler toute possibilité de pollution. Le directeur de l'exploitation de l'agence de régulation des marchés annonce que le marché sera suffisamment approvisionné en oignons. Le prix en gros est fixé à 360 francs CFA et 400 francs CFA pour le détail. On voit cela dans cet élément signé Pape Faraning et Pape Sangoné Mbaye. Le prix de l'oignon ne va pas dépasser 400 francs dans la zone urbaine et 500 francs dans les zones les plus reculées du Sénégal. Le ministère du Commerce a déjà fixé le prix du producteur. À la base de cet arrêté-là et sur la base aussi des échanges qu'on a eu avec les producteurs, le prix au niveau des producteurs est fixé à 325 francs. Ça, c'est le prix producteur pour la pomme de terre et pour la carotte et pour l'oignon. Et le prix au niveau grossiste est à 360 francs. Maintenant, le prix au détail, nous sommes à 400 francs au niveau de l'arrêté, mais il y aura le différentiel transport qui sera supporté. Parce que si c'est à 400 francs à Dakar, il faut dire que peut-être on peut aller jusqu'à 450 ou 500 francs dans les zones périphériques, par exemple les zones les plus lointaines. Le directeur de l'exploitation assure les consommateurs le marché sera suffisamment alimenté. Et je peux leur dire qu'aujourd'hui, les stocks en oignons et en pommes de terre sont suffisants pour couvrir les besoins de consommation de la Tabaski. Maintenant, ce qui reste à faire maintenant pour le ministère et pour tout le monde, les acteurs, c'est la surveillance du marché. Essayer de voir aussi avec la disponibilité et les livraisons au niveau des zones de production. Concernant la qualité, les producteurs ont fait beaucoup d'efforts sur ce point. Souvent, qu'on appelle la qualité commerciale. Sur la production, il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits, surtout au niveau nord, où l'oignon était gorgé d'eau. Maintenant, les producteurs aujourd'hui commencent véritablement à comprendre ce phénomène-là et ils savent que maintenant, c'est le consommateur qui décide. Maintenant, ce qui reste à faire à notre niveau pour améliorer véritablement la qualité, c'est les aspects post-récolte, sur le calibrage, le conditionnement, voilà, mettre dans des sacs de 25 kg au lieu de 40 kg. À quelques jours de la Tabaski, l'oignon, une denrée importante pour la fête des moutons, ne sera pas en manque et le ministère avertit à toute spéculation sur les prix homologués. Justement, Pape Faraning, le ministre du Commerce et des producteurs rassure les consommateurs sur la disponibilité de l'oignon. Rien que dans la zone de Poteau, plus de 90 000 tonnes sont attendues. Une délégation de l'ARM était sur place, nous dit Kiernofal.
Des charrettes chargées de sacs d'oignons qui s'acheminent vers la décharge principale de Potou où se trouve un stock important d'oignons, des camions en stationnement qui attendent d'être chargés pour approvisionner les marchés. Une situation qui, selon les producteurs, prouve la disponibilité du produit pour la fête de Tabaski. Il y aura suffisamment d'oignons pour la Tabaski. Cependant, j'invite tous les acteurs à respecter les accords signés avec les autorités pour mériter la confiance de l'État. Sinon, les Sénégalais peuvent dormir tranquilles. Cette année, d'importantes superficies ont été emblavées et Dieu merci, la production a répondu à notre attente. Le directeur de l'exploitation de l'ARM aborde dans le même sens. Selon lui, le marché national sera approvisionné correctement en ce qui concerne l'oignon local. Cependant, il invite tous les acteurs à respecter le prix conseillé qui a été fixé à 325 francs aux producteurs. C'est notre raison d'être ici, que rassurer le consommateur, rassurer le Sénégalais, comme quoi pour cette année-ci, on pense, comme ça on l'a fait les dernières années, en termes de stock de pommes de terre, il y a des stocks. En termes de stock d'oignons aussi, il y a des stocks et que le marché sera correctement approvisionné. Maintenant, ce qui reste, l'enjeu, c'est véritablement inviter les acteurs, à commencer par le producteur, à jouer le jeu. C'est-à-dire que les producteurs puissent vendre au prix qui sont conseillés, les commerçants aussi puissent vendre au prix conseillé et que véritablement tout le monde au niveau du Sénégal puisse accéder à ces produits-là. A rappeler que le stock d'oignons nécessaire pour couvrir le besoin des Sénégalais pour la Tabaski est estimé à 30 000 tonnes, alors que rien qu'à Potou, la production au niveau des champs est estimée à 90 000 tonnes. Et puis à quelques semaines de la Tabaski, les béliers se font désirer à Kolda. Sur les 20 000 têtes de moutons prévues cette année, il n'y a qu'un nombre minime qui est visible sur les forêts de Kolda. C'est ce que nous allons voir dans cette correspondance signée Abdoulaye Diallo. Sur les 20 000 têtes de moutons attendues pour les besoins de la Tabaski à Kolda, seul un nombre minime est pour le moment sur les lieux. xar yi commencé na ñëw ndànk ñu ngi ñëw donc ñuy jóge ñu soriwul fu ñu ngi indi xar yi ndànk daanaka ñuy jóge fale ay jawbe rek la ñuy jóge indi fii xar tuuti bariwul noonu nag commencé na leen nga wante bariwul noonu. Les autorités administratives ont visité les foirailles pour s'enquérir de la situation. Donc nous constatons qu'effectivement il y a des moutons, mais il y a lieu de noter qu'on n'a pas encore atteint le nombre suffisant de moutons pour la population de Kolda. Mais les éleveurs annoncent l'arrivée d'autres camions. Avec la fermeture des frontières terrestres, les éleveurs de Kolda craignent une pénurie de béliers dans le Fouladou. yenn saa ay frontière bi mu ko tëjee nii am na problème bu mag toujours Mali de indi Mauritanie c'est la même chose ren nag ñu ngi am daal suñu xel dalul ci côté boobu parce que comme que maladie bi tax mo frontière yi ñu ngi koy fermer d'abord mais tant que bu ñu ko tëjee dina baax. Les opérateurs des régions nord du pays qui avaient l'habitude de venir à Kolda sont vivement attendus. xam nga taw bi ak xar noor yi àndul noonu il faut ñu xaar affaire bi affaire bi jege ñu commencé indi xar yi fekkee taw bi bariwul noonu taw bi dana leen indal ay jafe-jafe lu bari loolu moo tax duñu gaaw a ñëw daal. Les foirailles de Kolda alimentent en même temps des populations des pays voisins au Sénégal. Comme vous le savez, la région de Kolda approvisionne d'autres pays, comme la Gambie, la Guinée-Bissau, et aussi nous approvisionnons la région de Sédhiou et donc de Ziguinchor. Ce qui fait des fois, l'engouement est très fort ici. Les tarifs des béliers à Kolda varient de 40 à 200 000 francs CFA. commencé na 40 000 dem ba 200 000 fi mu ne nii boo amee 40 000 moo fekkee xeebul xar bi da ngay am xar bu toll 40 000. Les éleveurs de Kolda décrient l'absence des banques à leur chevet. À Dakar, certains points de vente de moutons s'organisent pour éviter les accidents par électrocution. À titre d'exemple, à Liberté 6, les éleveurs reçoivent tous les soirs la visite d'agents de la Sénélec. Un reportage signé Mohamed Samb et Ahmadouba. Le geste est simple certes, mais sa portée est de taille. Chaque matin, c'est le même rituel pour ce jeune éleveur. Et là, je veux prendre toutes les dispositions pour sauver son bétail et se protéger aussi des effets de l'électricité.
La Sénélec nous envoie des agents. Ils sont là tous les soirs pour superviser les branchements. C'est réglementé. Vous voyez, nous ne prenons jamais le risque de brancher le courant à partir d'un poteau électrique. Sur cette axe des deux voies de Liberté 6, les vendeurs de moutons occupent les espaces. Certains parmi eux ont assisté à des accidents liés à l'électricité qui pouvaient causer mort d'homme. Il y a eu dans cet enclos un accident par électrocution l'année passée. Le branchement était trop chargé, les gens l'ont utilisé pour d'autres fins. Je suis venu à mon enclos tôt le matin. J'ai trouvé la bâche couvrir tout l'espace. Les bétails étaient sous la bâche. Je l'ai soulevé pour sauver les moutons. Heureusement pour moi, il n'y avait pas de courant. En attendant d'avoir plus d'explications de la Sénélec sur la prévention face aux accidents, ces vendeurs de moutons appellent leurs camarades à plus de vigilance. Ce que nous demandons à la Sénélec, c'est de nous expliquer comment devons-nous nous comporter face à une électrocution. J'ai déjà assisté à des électrocutions, mais croyez-moi, c'est grave. Il faut vraiment être prudent. La Sénélec, par la voix de son directeur de distribution, invite les populations à la prudence en cette période d'hivernage et de veille de Tabaski. L'institution a aussi demandé aux mairies et autres autorités locales de s'approcher de la Sénélec si elles veulent faire des branchements dans les différents forails. Nous allons à présent au marché Caroy qui est devenu méconnaissable après le passage de la pluie. Il est devenu pratiquement inaccessible et les commerçants très remontés réclament des canalisations. Habib Faye, Modou Diop. C'est dans la boue qu'ils exercent leur commerce. Marché Caroy n'est plus fréquentable à cause des eaux de pluie qui ont favorisé d'énormes désagréments. Les vendeurs ne peuvent plus vivre cette situation. D'abord, on est enclavé par le terre. On a des problèmes d'écoulement de notre marchandise, on a des problèmes de sécurité et on a d'énormes problèmes qu'on ne peut pas énumérer totalement. Nous voulons vivre comme chacun doit vivre dans son lieu de travail et cela nous manque ici dans ce marché. On est dans la sauce de Thiaroye, on manque d'hygiène, il y a le Covid qui se transporte par les personnes, mais l'eau aussi peut être peut-être facteur. Le manque de canalisation dans le marché est déploré par ces commerçants. On a un réseau qui n'a pas été curé depuis fort longtemps. Le maire tarde à agir par rapport à la pluie, parce que nous sommes en hivernage. Ce sont des actions qui devaient se faire juste avant. Mais si on attend que la pluie tombe, que nous sommes en inondation, alors qu'ils commencent à réagir et de façon mal, c'est nous qui en pâtissons, et vous avez vu. Leur doléance sur la table du ministre de tutelle. Toutefois, il menace de fermer le marché si rien n'est fait. Les commerçants ne ménagent pas de refuser de payer la patente. Nous sommes dans un marché de légumes, dans un marché agroalimentaire. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est porter des brassards rouges, essayer de convaincre le maire, l'amener à faire ce qui lui sied, c'est-à-dire nous prendre en compte. Ce ne sont pas des entités. Ce sera le dernier point. Et là, si nous nous souffrons, lui aussi doit souffrir. Si nous ne pouvons pas travailler, amener quelque chose à la maison, lui, il ne doit pas faire entrer des taxes. Et c'est tout à fait naturel et évident. Un marché inaccessible, les commerçants veulent un marché bien réfectionné. Ils sont descendus dans la rue pour manifester leur colère après la première pluie tombée dans la banlieue. Ces averses n'ont rien laissé sur leur passage au plus grand marché de légumes de Dakar. Et puis le Sénégal enregistre 4 nouveaux décès liés au coronavirus, 160 au total. Sur 1074 tests réalisés, 63 sont revenus positifs, 34 contacts, 4 cas importés à l'AIBD et 25 cas communautaires. 40 patients sont admis en réanimation, 5809 sont déclarés guéris au total et 2574 sous traitement.
Passage des élèves des classes intermédiaires actées avec une moyenne de 4,5 sur 20 pour l'élémentaire et 9 sur 20 pour le moyen secondaire. Des acteurs de l'éducation interrogés soutiennent que cette décision va encore plus rabaisser le niveau des élèves déjà préoccupants. Sujet signé Maïmouna Ndiaye et Mohamed Dian. Dans la cour de l'école Bamba Mbahan Diop, Madame Traoré prépare ses fiches d'évaluation pour ses élèves en classe de CE2. L'enseignante regrette les modalités de passage des classes intermédiaires. La moyenne, 4,5 pour passer en classe supérieure, elle juge passable. La moyenne 5, c'était la moyenne passable, vraiment 5. Les élèves vraiment qui avaient un niveau moyen peuvent passer avec la moyenne 5. Mais 4,50, on dit que c'est passable, mais en tout cas pour moi, c'est pas fort. Parce que surtout les élèves qui auront à faire l'année prochaine l'entrée en 6e. Si vraiment les parents étaient conscients de cette année, vraiment ils auraient au moins canalisé les élèves, les suivre à la maison. Mais il y a un manque de suivi à la maison. Monsieur Diata, professeur au CM Cheikh Awa Balla Mbacké de Point E, lui, n'est pas surpris. Moi, je savais bel et bien que le gouvernement allait adopter une méthode, une solution concernant les moyens pour faire passer les élèves. Parce qu'à un certain moment, il fallait trouver une solution de faire passer les élèves. Parce qu'ils n'ont fait qu'un seul semestre. Le deuxième semestre n'a pas été fait. Beaucoup d'élèves n'ont pas été évalués. Une décision qui aura forcément des conséquences. C'était de concert avec les administrations, ou bien au niveau des IA, on disait que le barème devait s'arrêter à 9,50 pour faire passer les élèves. Aujourd'hui, vu la situation, ils sont obligés de rabaisser un peu. Ça va se répercuter dans toutes les étapes. Parce que cette année-ci, vraiment, les élèves n'ont pas eu vraiment, au moins, ils ont eu, je pense, 3 mois d'année scolaire. Et vraiment, c'est peu. Mamadou Talla demande aux écoles et établissements scolaires publics et privés de veiller à une application rigoureuse de cette mesure. Nos interlocuteurs disent ne pas avoir le choix. Le ministre de l'Éducation, de son côté, assure qu'il s'agit d'une démarche visant à consolider les acquis avant la pandémie et donner la même chance à chaque élève selon son niveau. À Mamadou Talla, que je vous propose d'écouter au micro d'Ali Bandelian. Cette année n'est pas une année pédagogique normale, c'est une année particulière. Et nous avons pris en compte, dès le début, de se dire que les classes d'examen, on va faire face. Les autres classes qui ne sont pas des classes d'examen, nous allons installer, comme tous les pays du monde, ce qu'on appelle le dispositif apprendre à la maison. Et heureusement, avant qu'il y ait cette pandémie, au niveau de l'élémentaire, sur 3 compositions, les 2 avaient été déjà faits. Il ne restait qu'un seul trimestre. Et ce trimestre, le dernier, n'a de trimestre que de nom parce qu'il ne dure pas 3 mois en réalité. Et également au niveau moyen secondaire, nous avions déjà fait un semestre, il n'en restait qu'un seul. Alors nous avons dit qu'on va se baser, à l'instar de tous les pays, les résultats de ces élèves dans ces classes intermédiaires. Mais étant donné qu'ils ont été appuyés par ce qu'on appelle le dispositif apprendre à la maison, radio, télé, documents, etc., nous allons donner également la chance aux élèves qui n'ont pas eu, en tout cas, la possibilité d'avoir une bonne moyenne, de faire des réclamations ou des recours. Et ces recours vont être étudiés du 5 au 12 pour assurer leur passage. Mais tous ceux qui ont eu plus de 9 de moyenne passent en classe supérieure. Maintenant, tous ceux qui ont en tout cas plus de 9 passent en classe supérieure. Ceux qui sont dans l'élémentaire, ceux qui ont plus de 4,5 passent en classe supérieure, 4,5 sur 10. Et comme les enseignants viendront du 12, pour la première fois, on leur donne une semaine, programmer des évaluations du 5 au 12. Et entre le 5 et le 12, ils vont leur donner donc, le résultat final à l'issue d'un petit test qu'ils vont faire pour voir s'il y a une évolution ou non. Donc tout compte fait, classe intermédiaire, classe d'examen, nous avons pris en compte tout le dispositif qui concerne les élèves pour qu'on puisse en tout cas assurer leur passage, au lieu de faire comme il y a qui ont tout simplement décidé de faire passer tout le monde. Restons avec le ministre de l'Éducation qui est en visite dans la région de Matam avec 0 cas depuis plus de 2 semaines. Le ministre s'est dit rassuré du bon déroulement des enseignements et a annoncé la construction d'un lycée technique national dont le site est retenu à Ourossogui, Ali Bandelian.
Plus de 2 mois après la réouverture des classes, le ministre de l'Éducation est venu voir l'effectivité de sa mesure. Dans un contexte de la pandémie de la Covid-19, les autorités académiques et locales ont exposé toute cette batterie de mesures conformément au protocole sanitaire. Après avoir visité certains établissements scolaires, Mamadou Talla annonce la construction d'un lycée technique national à Matam. Important de préciser à l'instant où on est que le tour qu'on vient de faire, de l'école élémentaire au collège jusqu'au lycée, nous avons constaté que les conditions sont réunies, que les enseignements et apprentissages se déroulent correctement. La distanciation physique dans les classes est respectée. Le matériel est en place, les enseignants sont en place, l'inspecteur d'académie, l'inspecteur d'éducation et également les proviseurs et les directeurs et les principaux en tout cas sont en train de faire un excellent travail, je l'ai constaté. Mais toujours en venant également à Matam, je voudrais dire que le président de la République a décidé, le président Macky Sall, a décidé d'élargir la carte scolaire dans cette région. Alors il a octroyé cette année, malheureusement la pandémie nous a retardé, plus de 5 nouveaux lycées, plus de 5 collèges également. Les marchés sont attribués, les entreprises sont prêtes pour qu'on puisse élargir cette carte, sans oublier également les abris provisoires où on va faire beaucoup en termes de murs et de classes. Donc ça, c'est ce que nous voulions annoncer à Matam. Et il s'y ajoute qu'au niveau du Sénégal, il n'y a que 3 LINEC, ce qu'on appelle des lycées d'intégration nationale pour l'équité et la qualité. Et Matam, à Ourossogui, aura un LINEC également où ils seront à l'internat, mais un lycée spécialement orienté vers les sciences et vers les techniques. Donc, malgré le début de la saison des pluies, les cours se déroulent normalement dans l'ensemble des établissements scolaires de Matam. Les élèves, leurs parents, les syndicalistes et les autres partenaires, chacun a réitéré son engagement allant dans le sens de sauver cette année scolaire. Depuis la réouverture de l'espace aérien européen aux vols internationaux, l'UE bannit toujours le Sénégal qui, à son tour, réplique par la réciprocité. Nous voyons cela dans cet élément signé Ibou Diouf. Coup pour coup, et le combat se poursuit. Le Sénégal ferme aussi ses frontières aux pays de l'Union européenne. On parle de réciprocité. Suite à la décision de l'Union européenne de bannir le Sénégal de la liste des pays autorisés à voyager dans son espace, l'État du Sénégal a pris la décision suivante. Le principe de la réciprocité sera applicable à tous les États ayant pris des mesures à l'encontre du Sénégal, informe le ministre de tutelle. Les négociations n'ont pas toujours porté les fruits. À la suite du premier examen au titre de la recommandation concernant la levée progressive des restrictions temporaires des déplacements non essentiels vers l'Union européenne, le Sénégal ne figure toujours pas sur une nouvelle liste, bien que les deux parties aient entamé une négociation. Le Conseil de l'Union européenne a mis à jour ce jeudi la liste des pays à l'égard desquels les restrictions de déplacement devraient être levées. Il s'agit de l'Algérie, de l'Australie, du Canada, de la Géorgie, du Japon, du Maroc, de la Nouvelle-Zélande, du Rwanda, de la Corée du Sud, de la Thaïlande, de la Tunisie, de l'Uruguay. Il y a aussi la Chine sous réserve de confirmation de la réciprocité. L'Union européenne prend aussi en compte la réaction globale face à la pandémie du Covid-19, compte tenu des informations disponibles, notamment sur des aspects tels que le dépistage, la surveillance, le traçage des contacts, le confinement, le traitement et la communication des données, ainsi que la fiabilité des informations, et au besoin du score moyen total par rapport au règlement sanitaire international. Il convient également de tenir compte des informations fournies par les délégations de l'Union européenne sur ces aspects et de la réciprocité de manière régulière au cas par cas. Selon le Conseil de l'Union européenne, les critères permettant de déterminer les pays tiers à l'égard desquels il faudra encore attendre quelques semaines pour voir la suite qui est réservée à cette réciprocité. Et puis le test PCR imposé à tout voyageur assimilé à une raquette de la part de l'État du Sénégal. C'est du moins l'avis d'Alioune Ndiaye, le consultant à l'Organisation internationale des migrants, déplore cette attitude des autorités sénégalaises au micro de Pape Faragning. En fait, écoutez, vous l'avez dit, c'est une décision d'abord qui intrigue, dans le sens où ce n'est pas l'Union européenne ou le Schengen qui exige au Sénégal que les passagers qui débarquent de ces aéroports soient munis de tests Covid-19. Je crois que c'est le Sénégal qui impose aux passagers
qui doivent débarquer de ces aéroports ou de ces frontières passent au test de la Covid-19. Pourquoi cela intrigue? Parce que si le Sénégal choisissait que ceux qui débarquent, au contraire, que ceux qui viennent d'ailleurs et qui viennent au Sénégal fassent le test, on aurait compris qu'on veut diminuer ce qu'ils appellent la transmission importée, les cas importés. Par contre, c'est le contraire que nous assistons. À mon avis, qu'une façon de racketter encore de l'argent et enrichir d'autres personnes. Qu'on puisse nous expliquer que 5% de ces 40 000 francs CFA, c'est de la logistique, d'autres c'est de l'infrastructure, d'autres c'est du matériel importé de l'étranger. Pour moi, ce n'est que des prétextes. Et puis plusieurs revendications sur la table. Le collectif Nyolank ainsi que 17 autres entités ont tenu à montrer leur colère cet après-midi sur la gestion du foncier au Sénégal. C'était lors d'une marche organisée cet après-midi. Le collectif exige entre autres la restitution des terres de Ndingler, mais aussi la réintégration des bacheliers non orientés. On écoute quelques acteurs de cette manifestation au micro de Mardia et Fatima Touré. Président Macky Sall may nañ ko fi ak tabaski mu saafara jafe-jafe waa UVS. Nous donnons un ultimatum au président de la République Macky Sall pour qu'il puisse régler tous les problèmes évoqués ici. Nous ne reculerons devant rien du tout. Il faut qu'il règle le problème des bacheliers non orientés, le problème des étudiants de l'UVS, le problème de Ndingler avant qu'il ne soit trop tard. Nous sommes là aujourd'hui pour contester avec la dernière énergie le titre foncier signé par Macky Sall et qui accorde à M. Babacar Ngom 225 hectares. Un titre foncier que nous trouvons injuste, un titre foncier que nous trouvons, n'est-ce pas, donc frauduleux, parce que simplement il y a des étapes qui n'ont pas été respectées, n'est-ce pas, dans ce processus-là. J'affirme que c'est faux. C'est faux. Il n'appartient pas à Babacar de nous octroyer des terres. Ces terres-là nous appartiennent. Ces terres-là nous appartiennent. Nous sommes aujourd'hui ici à la place de l'Obélisque. Nous sommes tous des journalistes pour précision, ou bien certains techniciens ou animateurs. Mais nous ne sommes pas là pour le reportage. On a trop tendu le micro aux autres. Aujourd'hui, on est là également pour vraiment quand même montrer un peu notre mécontentement face à cette énième fermeture au niveau de la boîte Africa 7. Nous sommes des jeunes qui ont travaillé dans la boîte depuis plus d'1 an. Certains avec des contrats plus ou moins en bonne forme, même si nous n'avons pas malheureusement pu entrer en possession de nos contrats. Pour certains, malheureusement, ils étaient des contractuels ou bien des stagiaires, n'ont pas jusque-là eu un contrat en bonne et due forme avec la boîte. 15 mois sans salaire, vous comprendrez vraiment la souffrance des travailleurs, de jeunes que nous sommes. Aliou Ndiaye nous a fait croire tout ce que vous pouvez penser dans ce monde. Malheureusement, aucun respect des engagements. La déclaration de patrimoine fait-elle bon ménage avec notre culture qui, dit-on, veut qu'on cache ses biens pour se protéger du mauvais œil, ce qui rend l'exercice sous nos cieux plus difficile. Les gestionnaires de la cité devront s'y soumettre tout de même. On voit cela dans ce sujet signé Fatou Bintou Conté et Diafaraba. Ne demandez pas à un Sénégalais d'exposer son avoir au grand public. Il ne le fera jamais. Ce n'est pas dans sa culture. C'est le comportement typique du Sénégalais. Il aime la cachotterie, la discrétion pour se prémunir du mauvais œil. Parce que également, au Sénégal, si tout le monde sait où tu vas, tu n'arriveras jamais à destination. 100 000 par mois. Pour les Sénégalais, cela commence d'abord par les administrés qui ne donnent jamais d'éclaircissement sur leur situation. Ce sont les autorités en premier qui cachent ce qu'ils ont. Ils censurent maintenant la population, mais tel n'est pas le cas. Ils ne te diront jamais ce qu'ils ont. Pour le sociologue Mamadou Wane, c'est la culture sénégalaise qui est ainsi faite, la discrétion étant la règle pour vivre en harmonie. Une réticence à dire combien je gagne, parce qu'il y a une pression sociale. Parce que vous ne voulez pas que les gens sachent ce que vous gagnez, parce que les gens viennent souvent vous solliciter. D'autres aussi veulent ce qu'on appelle sur le plan sociologique le kumpe. Mais avec les hommes politiques, déclarer leur patrimoine est la chose la plus normale, parce que détenteurs de finances publiques, selon ce sociologue. La déclaration de patrimoine est encadrée par la loi. Donc c'est une obligation.
Et je pense qu'à ce niveau-là, il ne devait pas y avoir de problème. La société est la plus exigeante, la société sénégalaise, par rapport aux gouvernants. Parce qu'il ne faut pas que le pouvoir soit source d'enrichissement. Seulement, il faut savoir que le Sénégalais n'a pas pour habitude d'exposer ses biens au public. Déclarer le patrimoine risque d'être périlleux pour ses ministres. Tobinte Conté, les adieux de la Côte d'Ivoire à son Premier ministre. Les obsèques d'Amadou Gon Coulibaly ont démarré à Korogo où il va se reposer pour l'éternité. On voit cela dans cet élément signé Daniel Diouf. Le dernier au revoir de la Côte d'Ivoire à son fils, Amadou Gon Coulibaly, inhumé cet après-midi dans les terres de ses ancêtres, au nord du pays, à 600 km d'Abidjan. Son gouvernement au grand complet, avec à sa tête le chef de l'État, Alassane Ouattara, et son épouse. Parmi les autres, le chef de l'État togolais, Faure Gnassingbé Eyadema, le Premier ministre nigérien, en plus du corps diplomatique accrédité à Abidjan. Nous prions pour notre frère El Hadj Amadou Gon Coulibaly. La prière mortuaire dirigée par l'imam Ousmane Diakité. Sur ces images, l'imam de la mosquée de la Riviera d'Abidjan désigné pour officier cette prière. L'imam Diakité revenu sur la douleur suscitée par la disparition d'Amadou Gon Coulibaly. Une famille éprouvée, tout un pays désemparé. L'imam de rappeler que c'est Dieu qui a donné et c'est lui qui a repris. Il faut donc accepter sa volonté. Au terme de la prière mortuaire, le cercueil d'Amadou Gon Coulibaly a été acheminé à Korogo, sa ville natale, où d'autres cérémonies sont prévues. Merci à vous Daniel Diouf, c'était le dernier élément de ce journal. À vous l'antenne Aram.